Chapitre 6. Phrase inachevée. Vous devez craindre le désespoir des pauvres et leur révolte ultérieure. Ce sont toujours les riches qui sont attachés par leurs mains meurtrières et souvent, dans leur fureur, ils ne font aucune distinction entre le bien et le mal. De Olympe de Gouges. Le monde naturel regorge d'assemblages inhabituels et de sons peu satisfaisants. Le monde est un puzzle. La prise de conscience du penchant des hommes pour la déjudiciarisation appelle une nouvelle façon de s'inscrire dans des idéaux qui affectent les conditions critiques de notre existence. Les maladies humaines doivent être présentées avec une honnêteté absolue et une compréhension psychologique aiguë. Le concept naissent, les modèles triomphent, les hypothèses varient et les légitimités mutent. Imprégner l'univers de sagesse est une tâche décourageante. Les psychédélistes aident les analphabètes à formuler des hypothèses monotones de manière contre-intuitive. Les doctrines génèrent chez les poètes un état émotionnel chromatique, plus conflictuel que dans des démons voués à la perversité globale. Les érudits victoriens étaient avant-gardistes en ce qui concerne le corps de leur sonde. Ils n'ont pas été captivés par l'aventure des pyramides sociales difficiles. Leur lutte pour le droit de conscience de l'individu à résoudre les défauts accumulés de la société féodale manquait de profondeur pour expulser les êtres mystiques et l'incohérence de leur monde, prétendument. Une sélection de leurs pièces tranchées au travers de leur génération des pessimistes sereins à l'éloquence troublante. Leurs œuvres, qui sont encore vénérées jusqu'à ces jours, ne traitent pas des événements politiques spécifiques de l'époque. Tous exposent les favoritismes tordus de leur temps. Les mouvements anticapitalistes étaient riches de personnalités exceptionnelles et d'idées à la mode. Partisans des théories de l'économie politique, les sceptiques ont commencé à cerner le lien étonnant entre obsession et confusion. Les contre-élites ont craqué des schémas et des cryptages qui étaient cachés dans les psaumes de l'économie politique et ont commencé à dégonfler l'influence du mysticisme sur le public. Il y avait des apôtres de la dialecte progressive, les vues hégéliennes, qui étaient convaincus que l'histoire était un développement lent et régulier du mandat humain. Les anarchistes libertaires ont déclaré que toute propriété était un vol et cherchaient à désarticuler chaque joint de l'État. Le socialiste utopique a préconisé la propriété collective des moyens de production. Les communistes se sont battus pour la création de coopératives communales ou ouvrières. Les discussions et les écrits frénétiques ont modifié notre hypersensibilité à plus d'un titre. Les révolutionnaires ont décrit l'Église et l'État comme une seule institution corrompue qui n'agit pas dans le meilleur intérêt du peuple. Les penseurs intransigeants se sont engagés à identifier les forces qui contrôlent nos sentiments et à comprendre ce qui nous rend humains. Peu étaient hors limite. Les assauts analytiques sur le flegme de l'injustice et l'appel à une raison sur le lieu de la révélation ont provoqué la colère parmi les penseurs libres des siècles suivants, partout dans le monde. Le mérite de vivre dans un monde en rapide évolution conteste toujours la réinstallation des idéaux de l'encéphale à l'existant. Les colons idylliques et les classes dirigeantes de toute l'Europe ont été ébranlés par les spectacles horribles des esclaves et des pauvres qui martelaient les portes des manoirs, réclamant bruyamment liberté et égalité individuelle. Craignant la propagation d'idées radicales, les gouvernements européens ont réagi en poursuivant les fauteurs de troubles pour diffamation séditieuse et trahison. Les dirigeants coloniaux ont répondu sans pitié. Ils ont rasé des villes entières. Dans l'ensemble, le problème des soulèvements réside dans l'incapacité des factions intelligentes à surmonter la prudence au bon moment. En reniflant les résultats de leur colère, on peut se demander si cette période n'est pas une parodie de dépassement. Elle n'est pas devenue l'âge de raison. La ferme détermination de bourgeois à empêcher les clans exclus des réseaux du pouvoir de prendre l'initiative de sauver les gens de l'exploitation n'est pas sans mérite. La faction de la rébellion la plus féroce et la plus sensible au changement ou à l'adaptation à l'environnement l'emporte. La réticence des voix modérées à jouer un rôle central dans une pièce de théâtre incite les boucaniers impitoyables à s'élever et à plier intelligemment le dialogue social pour faire avancer leur programme.
L'équité sociale et l'empressement du public à apporter des changements radicaux leur donnent une toile géante sur laquelle ils peuvent se projeter d'un point de vue philosophique. Il y a beaucoup de cas où des camarades ont condamné Dieu à mort dans leurs efforts pour devenir des humains divins. Tandis que Dieu se secouait sur la corde, les penseurs radicaux ont renversé la société et l'ont ensanglantée. Les Jacobins n'étaient pas le dernier groupe à ce que ce soit une guerre d'extermination. Ils ont fait la queue sur les marches des palais et ont poignardé les propriétaires au fur et à mesure qu'ils sortaient. Ils ont ensuite procédé à l'anéantissement de leurs amis et ennemis. Les mouvements socialistes et communistes à succès ont manifesté un profond dégoût pour la dissidence. Les bolcheviks ont utilisé l'intersection spontanée de leurs pensées pour exposer une face cachée de la beauté exquise de la nature pour séduire les masses. Leur pouvoir et leur vision s'amplifiaient, de même que la méchanceté de leurs appareils. Le fait qu'il y ait si peu de personnages de couleur dans les intronisés au temple de la renommée de l'économie ne signifie pas que l'asile social, commercial et politique n'est pas diversifié au plan racial. À Cuba, Fidel Castro s'est accroché aux soviétiques sous prétexte de chercher de l'aide pour mettre en place une culture participative dans laquelle la voix des gens compte, peu importe leur race ou leur milieu. L'exécution sommaire des clans qu'il a détrônés a été célébrée. La dictature du prolétariat a violemment écrasé les oppresseurs, les exploiteurs et les capitalistes, tout comme ils l'ont fait au mépris de leurs collègues. Dans la plupart des esprits, les os de millions de Cambodgiens sont une confirmation macabre que le conflit prééminent de notre époque, le collectivisme contre l'individualisme, a été réglé. Les bergers et leurs moutons qui se tordaient d'impossibilités de stagisme, de révolution permanente, ont entraîné la mort de millions de personnes dans la révolution et les contre-insurrections. Aucun des philosophes et des suzerains des mouvements centrés sur le travail n'a jamais fait de travail manuel pour gagner sa vie ou diriger une entreprise. La chose la plus difficile qu'ils ont fait manuellement avant les essais socio-économiques macabres a été d'écrire des tracts qui annonçaient leur dévouement idéologique. Les sermons hypnotiques incomplets de la succube victorienne ont attiré les dupes et des psychopathes ignorants sur la même piste de danse. La suspicion que toute la culture capitaliste s'achemine vers une catastrophe continue d'assujettir des millions de personnes à la tyrannie. Pour les imitateurs de justice sociale qui sont allés trop loin pour préserver leur pouvoir politique, l'abolition de la propriété privée a été qualifiée de stupide et irrationnelle. Les atrocités commises sous la bannière du marxisme ont automatiquement fait du capitalisme le bon choix pour l'humanité. La simple idée de passer de l'économie de marché à un nouveau régime est devenue un crime. Sous le capitalisme, l'homme exploite l'homme. Sous le communisme, c'est tout le contraire. De John Kenneth Galbraith. Des neurones et du temps inestimable ont été gaspillés dans l'effort de déterminer si la pauvreté est une polydactylie du capitalisme ou la conséquence de l'oligodactylie théorique du communisme. Certains ont fait une œsophago-gastro-duodénoscopie sur les nations pour comprendre la richesse et ont vu dans le salaire un arrangement convenable. Les penseurs utopistes ont toujours été considérés comme des Don Quichotte ou des belletristes. Pour les anti-héros qui prétendent que l'allocation des ressources en fonction des besoins ou de l'égalité n'est pas juste. Ils ont cherché à éradiquer tous les maux d'une société en interdisant les arrangements entre individus. Y a-t-il une différence émotionnelle évidente lorsque la société choisit de ne pas aggraver la situation d'une personne et qu'aucune personne ne devrait être blessée par les choix faits par le groupe? Alternativement, quand chaque personne est responsable de son avenir, quoi qu'il arrive? Le XXe siècle a plongé le discours de la justice distributive dans un abîme d'ignorance. L'eugénisme a rendu inexistant le fossé de la raison et de la philosophie, où l'arrangement logique et le prétexte à tout problème humain sont inexistants. Elle pourrait bien être définie par des croisades pour anéantir des prémices contraires aux principes de la théorie économique néoclassique, un plan social qui rivalise avec le modèle des spécialistes du marketing libre a été rejeté à la hâte. Là où les vues capitalistes régnaient en maître, le lien imaginaire entre l'amélioration de la situation des pauvres et la crise du commerce et des échanges est devenu une réalité. Des intellectuels lupins
ont soutenu avec enthousiasme les comportements parasitaires des entreprises. Ils ont peaufiné le slogan gratuit pour tous en mêlant amnésie monétariste et schizophrénie du développement à un soupçon de pragmatisme opportuniste. L'argent corrompu a été élevé au rang noble d'une quête divine. Les tactiques d'intimidation étaient masquées par des politiques économiques. L'accent a été mis sur la défense des droits de propriété. Le Spoutnik a créé de nouveaux symboles et de nouveaux refrains dans le monde entier. Les communistes ont attaqué les croyances capitalistes, accusant les clercs et les bourgeois de leur soif de pouvoir et de richesse. Les défenseurs clandestins de la structure de pouvoir établie ont été décrits comme des gourous pour leur réponse complaisante à l'injustice sociale. Ils ont présenté l'histoire du capitalisme comme une histoire d'exploration et de débauche. La communauté, dans laquelle les membres placent les moyens de production dans une structure de prise de décision collective, devrait également être tenue responsable du degré d'assassinat délibéré d'un groupe nombre de personnes pour amasser des profits minimums à long terme. Les positions communistes sont tombées dans les contradictions sur les conditions des changements continus du monde réel. Karl Marx avait, à la manière du matérialisme dialectique, admis la nécessité de l'égoïsme bourgeois pour le progrès social. Plus d'un siècle après la mort de Marx, Tuong Chinh, un dirigeant du Parti communiste du Vietnam, est d'accord avec lui. Ces concessions attribuent le sens de la bienveillance à l'esprit animal capitaliste d'une manière étrange. Les syndicats ne sont rien d'autre qu'une hexadactylie cubitale capitaliste. Le capitalisme a considérablement réduit le pouvoir ancestral des confréries ouvrières sur le commerce et les échanges. Les syndicats étaient l'héritage du sentiment des guildes selon lequel les travailleurs devaient combattre et réduire leur exploitation. Au début, ils ont lancé la nouvelle machine avec des sabots. Peu à peu, les travailleurs ont pris conscience de l'importance de la cohérence lorsqu'ils négocient avec leurs employeurs pour obtenir un meilleur taux pour leurs muscles. À première vue, cette expression d'intérêt personnel rationnel semble avoir des attributs socialistes. Il s'avère que l'effort est en fait très capitaliste. Un appendice du capitalisme. Voici la question centrale de Vishnugupta. D'un coquin et d'un serpent, le serpent est le meilleur des deux, car il ne frappe qu'au moment où il est destiné à tuer, tandis que le premier est à chaque pas. La réponse n'est jamais permanente. Des amis qui cherchent des réponses dépassant la science et le bon sens finissent par tomber amoureux des imbéciles et de la folie. Les protestataires parlent du malaise social sans souligner les torts exacts ou ce qu'il a causé. Les âmes sympathisantes du communisme devraient faire une tournée en Corée du Nord. Les capitalistes sont de plus en plus critiques à l'égard du marché libre. Partout dans le panorama troublant, les sages poursuivent déjà longtemps la même direction pour exterminer leurs ennemis idéologiques. L'opposition à la résistance pour maintenir ce qui est principalement un mur de privilèges et de traditions est scandée par des oppresseurs aussi bien que par les opprimés. Nous ne réalisons pas que le capitalisme et le communisme sont en fait des monstruosités siamoises, en rejetant leurs prémices respectives sans reconnaître la nécessité du sens qu'ils leur donnent. Je ne pense pas que si vous croyez au capitalisme, ou si vous croyez au communisme ou au socialisme, je pense que personne ne peut contester. Il est juste de lutter pour une société juste et égale. De Hong Bun-hwa. Le processus de raisonnement conscient n'est pas propre à l'Homo sapiens. D'autres créatures hésitent avant de faire un son ou de faire quelque chose. Il y a peu d'éléments et de composés dont seuls les humains sont faits. La capacité de trouver une excuse pour un acte personnel de mal pur semble être l'une d'entre elles. La question de savoir pourquoi des êtres humains ordinaires conspirent pour s'organiser en commerçant d'autres êtres humains est sans aucun doute la plus intrigante que nous puissions poser. Dans l'appréciation d'un arrangement social litigieux, le dogmatisme et la condescendance sont anesthésiants. Rien ne limite la poursuite par l'homme de phénomènes improbablement bien équilibrés. C'est le principe derrière les loteries, les rencontres et la religion. En regardant de près nos triomphes fictifs les plus fêtés, leur métamorphose semble peu propice aux souvenirs. Les tout premiers souvenirs que nous avons de notre existence n'ont guère esquissé le territoire des choses dont nous sommes devenus fanatiques.
Notre investissement dans la contestation de ce qui détermine nos points de vue, qu'il ait été fait ou non, ne tient pas compte des erreurs indispensables et des paradoxes désespérés. Pourquoi ne sommes-nous pas devenus humains ? Les satanistes s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils considèrent comme l'activisme communautaire et les libertés individuelles qu'à l'accomplissement de rites bizarres. Les événements qui ont marqué l'esprit des Européens au XXe siècle ont facilité le passage du communisme, du nazisme, du fascisme, du nationalisme, de l'impérialisme et d'autres croyances imprudentes à travers le monde. Très tôt, les fausses couches de justice sociale induites par les divinités ont rendu l'Europe plus vulnérable aux événements dévastateurs. Les Mongols et les monarques engageaient des conformistes qui faisaient preuve d'un degré considérable d'intelligence ou de connaissances secrètes pour violer les lois naturelles. Les torts socio-économiques existent depuis très longtemps. Au cours des siècles précédents, les hommes supérieurs étaient des analystes avisés des changements de paradigme, mais des prédicteurs terribles de l'émancipation humaine. Leur manière controversée de projeter les crescendo de la création et de l'existence ont trompé la science et les concessions d'art. Mais les flambées de dissensions sociales ont été provoquées par des esclaves de sexe et d'âge différents qui aspiraient à devenir hommes avec le machisme et l'ignorance que cela comporte. Personne n'a cherché à devenir humain. L'univers ne peut guère se passer des sceptiques d'une idée plus efficace qu'un alibi psychosomatique. C'est peut-être un acte de pitié. J'en ai marre des discours qui n'aboutissent à rien. J'ai le cœur malade quand je me souviens de toutes les bonnes paroles et de toutes les promesses non tenues. Il y a eu trop de discours de la part d'hommes qui n'avaient pas le droit de parler. De Inmatuyo Yalatekek. Lorsque les colons espagnols ont attaqué le frère Bartolomé de las Casas pour avoir défendu le droit des Amérindiens à la liberté, il a qualifié les nègres de bien meilleure alternative au travail domestique. L'Église catholique était d'accord. L'histoire du trou de merde, d'où j'ai commencé à trimballer mon humanisme, a été l'une des répressions grandioses, des exploitations et des guerres civiles. Je suis ancré dans cette réalité depuis ma naissance. Ma pérégrination a été inondée de mains pourries de zombies déprimés. Ces lentilles m'aident à remarquer différentes formes et couleurs d'injustice socio-économique. Je n'ai aucun scrupule à dénoncer la culture nauséabonde qui déshumanise les plus démunis, fait le raid sur une caste sociale vulnérable ou encourage la froideur envers les plus démunis, parce que j'ai été frappé par les ricochets de la pauvreté, pas une seule fois. Le défi le plus omniprésent auquel l'humanité est confrontée est celui d'intriguer des relations humaines non exploitantes en même temps que la distribution des ressources et la symbiose d'expansion. Longtemps dans l'histoire, le dieu de l'élite a donné aux paysans et aux faibles la responsabilité et le devoir de préserver l'ordre social en les mettant sous leur joug. Pour remplir leur obligation fiduciaire de financer l'opulence obsessionnelle de leurs actionnaires, les conglomérats réduisent régulièrement la qualité des aliments et des services afin de soutirer le plus d'argent possible à chacun d'entre nous. Il faut lutter avec ténacité contre l'envie d'empiler des piles de blâme sur les financiers pour régler le ton des paradoxes des sorites. L'afflux de tablettes de chocolat sous toutes ses formes, lors d'un congrès des partis verts, enlève une noble intention à la bravoure des membres et des collaborateurs. L'approche et la proposition des gangs d'imitateurs de la justice sociale, comme les coopératives, ne font rien de plus que de désamorcer de véritables changements socio-économiques radicaux. Il existe un consensus absolu sur la nécessité de nouveaux concepts sociaux, commerciaux et d'échanges et de concepts politiques cohérents. Les coopératives et le système de plafonnement et d'échange ou le marché communautaire rénové et les moyens de transport en tant que nouvelle économie et les stratégies plus douces de stockage de la richesse prennent de l'ampleur. Ces actions enthousiasmantes de contre-signature sont des farces. Le trope moderne dit mal comment et pourquoi les esprits sains pourraient agir sans raison lorsqu'il s'agit d'asservir d'autres êtres et d'accumuler des choses. Les symptômes sont mal manifestés et ne sont pas indicatifs des causes de la maladie.
Le bouc émissaire de la prolifération des biens et services bon marché en raison de la pigmentation cache l'ampleur absolue des fissures sociales commerciales, des échanges et des politiques mondiales. L'absence de substitut enivrant au chant écuménique qui donnait un sens à l'animation de l'existence provoquait une crainte existentielle. La terreur de s'opposer à 12 volts avait un sens moral collectif de s'aventurer de l'autre côté de la misère. La peur ridicule de générer un vide philosophique éclipse le contexte critique de l'expiration de la vérité. Nous demandons un remplaçant avant de laisser aller le mal. Les descendants idéologiques de Thomas Paine, dirigés par Lucifer, ont rompu les rangs avec les militants de l'autodétermination, ont pris d'assaut le donjon où Dieu était détenu. Et une bataille rangée a éclaté. À la fin, il avait libéré les récidivistes et décapité les idées d'égalité et de droits humains et civils. En signe de gratitude, Dieu a aidé les vainqueurs dans la suppression de pouvoir d'Allah sur l'esclavage humain et leur a fourni des ruses pour prolonger le déclin moral européen. Décide-toi, escargot. Tu es à moitié à l'intérieur de ta maison et à moitié à l'extérieur. De Richard Nathaniel Wright. Le déclin des phobies héritées des siècles passés n'est pas la cause du chahut dans le tiers-monde. Les principes fondamentaux de l'économie coloniale consistaient à exporter des matières premières non transformées et la perception d'impôts coloniaux au profit de la métropole. Les communautés locales n'ont pas leur mot à dire dans l'extraction des ressources. Un investissement minime a été fait dans le bien-être social indigène, tel qu'une éducation parfaitement adaptée pour un sous-homme. Les anciennes colonies européennes devraient tirer leur chapeau à l'Allemagne, qui a été présentée comme l'initiatrice des 2 grands affrontements de civilisation. Au cours des guerres mondiales du XXe siècle, les grands empires européens ont dû briser toutes sortes de tabous, de la race à la spiritualité, pour leur survie nationale. Ils ont déterré les troupes armées tuées de leurs jardins et ont ordonné des courses de moindre importance pour tuer les surhommes blancs. Les événements psychologiques précurseurs conduisent à l'avant-garde des pétitions audacieuses et opprimées pour le droit à l'autonomie gouvernementale. Les maîtres qui se sont battus pour conserver la liberté qui a servi de base au monde occidental n'ont pas toléré les revendications de leurs colonies pour une plus grande autonomie gouvernementale sur la même base. Les mouvements indépendantistes se sont heurtés à une répression sévère et certains de leurs dirigeants ont même payé l'extrême peine à la potence alors que beaucoup étaient emprisonnés. Une rébellion est loin de témoigner d'une culture vibrante et intelligente parmi les opprimés. Lorsque les anciennes colonies ont eu le contrôle de moyens auxquels elles n'avaient pas accès auparavant, elles ont adopté le commerce et les politiques commerciales des anciens maîtres avec un minimum de contrôle. Ils dressèrent leurs courbes énormes dans les mêmes corsets victoriens. Le système commercial adopté, basé sur la notion intrinsèque de colonisation des races martiales et des races guerrières, a généré ce que leurs politiciens considéraient comme une pile de fonds non marqués, facile à détourner pour eux. Leurs classes dirigeantes fraîchement moulues se sont accordé le droit d'un style de vie souscrit par un ensemble étendu de variations de l'esclavage humain. Le principe de la richesse doit être acquis et préservé par le biais de septem peccata mortalia, n'a pas empêché certains membres de l'élite d'être victimes du privilège qu'il exerce. Pendant la guerre froide, les nouveaux concepts ne pouvaient pas prospérer dans les pays non alignés, même si le mouvement était rempli par tous les savants de l'époque. Le communisme et les moralités du socialisme suscitèrent le dévouement des héros nationaux crédules du tiers-monde. Il a également augmenté l'appétit des caïmans. Les élites des nations naissantes qui crachaient des versets pittoresques étaient des signes inquiétants d'inquiétude mentale. Leur chef, Ancho, a submergé leur sens mégalomaniaque de leur propre destin en principe directeur. Peu de temps après, la relation entre l'élite et la masse s'est détériorée. Un aperçu de l'attitude rapace des nations
non alignée envers les âmes inoffensives et bienveillante, baignée dans un océan d'inconscience délirante qui maintenait dans l'obscurité toutes les parties les plus sombres du monde. Ou devrais-je être gentil et dire « au moins en partie ». La brutalité coloniale inhérente à ce bloc a conduit à un autre genre de génocides sociaux, commerciaux, d'échanges et politiques sans fin. Les dialogues entre les lutins des pays en développement sont encadrés par l'insistance étroite sur les doctrines traditionnelles importées de l'Occident. Ces parties du monde des centres d'enseignement supérieur se remplissent régulièrement d'adeptes de divers ordres dont les sources philosophiques sont isolées de leur contexte social. Le statut aficionada n'est accordé que par obéissance absolue aux sages racistes des pays les plus aisés du monde. Pour conserver ou rehausser ce prestige, les dons académiques font circuler avec empressement des concepts et des systèmes de croyances désuètes fabriqués à partir de la représentation coloniale d'un peuple autochtone en tant que barbare, aux côtés des efforts européens pour s'emparer des terres autochtones. Les injustices profondément enracinées dans leur vérité fallacieuse ont continué d'être diffusées sans relâche tout au long du XXe siècle. Les criminels et conglomérats étrangers qui exercent une grande influence sur un gang myope et extrêmement rapace qui mène la barque sur les affaires intérieures d'une nation chancelante sont un signe de l'acuité excentrée des autochtones. Pour les moralistes d'ici, c'est une chose d'être ignoré dans l'histoire par les colonisateurs, mais c'en est une autre quand des gens avec qui ils ont beaucoup de choses en commun ne tiennent pas compte de leur ton indéfectible, de leurs discours locaux ou mondiaux. Le message est que seuls les verdicts des Caucasiens comptent. Les croisés avec l'intention de sauver des parties merdiques du monde comptent sur leurs privilèges pour concevoir des manœuvres sociales. Les bienfaiteurs se plongent dans des spéculations sophistiquées sur les origines du désespoir des pays en voie de développement sans reconnaître l'agonie qui règne dans leur arrière-cour. Ils se préoccupent de faire et de mettre en œuvre les injustices selon des processus équitables. Le déséquilibre de leur point de vue est le résultat de la forte tendance de leur esprit à déprécier les autres cultures. L'ignorance de la réalité historique, en particulier de tout ce qui se trouve en dehors d'une petite bulle géographique que les mouvements de justice sociale prétendent transformer, est la faiblesse la plus importante de toutes. Même s'il perd de sa légitimité aux yeux et dans le cœur des légions de plus en plus nombreuses de personnes désorientées, le marché libre parvient toujours à faire en sorte que la convention prédateur-proie semble viable. Nous avons tous perdu le goût pur du bonheur de la vie. On pourrait supposer que les symptômes socio-économiques qui se manifestent rendent visible ce qui doit être fait. Il y a une sombre constellation de prétextes qui faussent la justice sociale. Nous continuons d'accepter les rôles assignés aux classes sociales dans le livret du XVIIIe siècle, comme si les intervalles de temps fixaient la récurrence des expériences. L'acquiescement de la classe ouvrière capitalisme est hérité des propriétés de préjugés et de l'esclavage du mercantilisme. Des jours et des jours à se bousculer et à s'enraciner encore dans la pauvreté provoque le rétrécissement de la sagesse et des spasmes involontaires de la colère. La méditation fait cesser l'auto-esclavage, mais elle n'est pas un remède à la condition morale et physique. L'écosystème social et politique est important. L'hétérodoxie des Maharishi, de l'économie et l'incapacité de leurs disciples à s'attaquer de manière adéquate aux difficultés des pays développés font de la crise financière une condition normale du commerce et des échanges mondiaux. Le commerce moderne et les mélodies commerciales sont réglés sur deux rythmes esculents. Continuer à rapiécer le capitalisme et ressusciter le communisme. La première option, c'est ce que nous avons maintenant. Les financiers nous jettent du haut de la falaise. La deuxième option, qui consiste à endurer des vagues de sadisme, a été rejetée, contestée et rejetée. Le monde devrait se diriger vers la troisième option, en pensant à quelque chose de nouveau. Cependant, ce n'est pas le cas. Alors que dans l'hémisphère occidental, les Solons se font plaisir derrière les murs des casernes universitaires, le reste du monde évite d'affronter la désagréable vérité. Nous devrions détruire tout le système et essayer quelque chose de nouveau, de leur propre chef.
Ils ne savent pas par où commencer. Écrire n'est pas une tâche facile. Les phrases laissées inachevées ne continuent jamais aussi bien qu'elles avaient commencé. De nouvelles idées plient l'arche principale du texte, et cela n'est plus jamais parfaitement exact. De Magda Szabo. Le scolastique primitif avait pour seule excuse « étranger au monde » pour justifier les phénomènes. Presque sans exception, les motions étaient dictées par des divinités. Les constructions sociales ne transforment la passion en rien de plus qu'un test de mœurs. Les contrats psychologiques sont à l'origine des débordements de doctrines corrosives dans le domaine de la sagesse ou de la bassesse de l'intelligentsia. Les zones en détresse remettent des sons audibles à distance. L'agonie emprisonne toute une société dans une longue période de comportement irrationnel. Lorsque la bonne combinaison de bruit organisé et de magouille est ajoutée à cette boucle, les dogmes prennent le pas sur la logique pour désamorcer le fléau et l'injustice. Les mémoires agrégées de l'humanité offrent une issue floue. Les théoriciens nous font tous tomber amoureux des extensions de revendications rouillées. Les mantras fabriqués à partir de crottes de terre ont déplacé la juridiction du destin humain entre les doctrines et le mysticisme. L'étape initiale et l'ambiance sont importantes pour saisir les nuances et le ton des rituels de longue durée. Un ensemble particulier de circonstances est nécessaire pour que la réalité affaiblit le caractère vindicatif de l'intellectuel. La plupart des idéalistes trop confiants pensent trop à l'avenir de l'humanité en exprimant une forme condensée de leur excentricité. Les personnages exceptionnels qui possèdent un flair changeant de paradigme font traditionnellement partie des plateformes de la révolution. Ils apportent les changements les plus profonds de la condition humaine, pour le meilleur ou pour le pire, en observant attentivement la douleur ou la joie de quelqu'un d'autre, généralement sur une période donnée. Certains dissidents semblent avoir une série d'états catalyptiques d'hypnose qui ont harcelé la société toute leur vie. Leur plein engagement a éveillé l'attribut inhérent à l'être humain à être responsable de la décision prise individuellement ou en groupe et digne d'éloge. Qu'est-ce que l'illumination? C'est l'ère des enquêtes tendues sur les seuls tabous que les hommes blancs ont choisi d'affronter. Ensuite, les réalisations scientifiques de l'ère victorienne ont balayé l'idée d'un univers régi par des lois physiques et non par la providence divine. Les mythes de la nature ont été discrédités les uns après les autres plus rapidement que jamais. Le raisonnement gagna des bases substantielles dans le mental et l'esprit du mortel ordinaire. Des romanciers, des critiques et des poètes impétueux ont effacé les fondements de ce que signifie être humain. En ce qui concerne le genre, l'esclavage et l'impérialisme, presque tous ont plongé profondément dans le surnaturel pour dissiper les idiosyncrasies. Prétendre que l'injustice dans d'autres parties du monde à la même époque n'a rien à voir avec les brûlures d'estomac est une affirmation grotesque. D'autres sociétés ont implanté la traite des esclaves des siècles avant l'arrivée des explorateurs, des conquistadors et des missionnaires européens. Les prêtres, lecteurs, n'ont pas fait d'efforts pour rationaliser l'horrible sybaritisme dont l'élite jouissait. Les théories ne révèlent pas la dynamique qui sous-tend le changement philosophique. Le postulat fondamental de l'économie, à savoir que les incitations influencent le comportement humain, ne se préoccupe pas de savoir s'il est possible d'évaluer correctement les conséquences du verdict. Les économistes hétérodoxes tentent d'élever la rationalité au rang de principe moral, mais leur rhétorique alarme. Il faut du temps avant qu'ils ne s'enflamment dans leur colère et ne deviennent complètement fous. Quand cela arrive, ils se mettent à hurler de rage et continuent de fulminer les mêmes choses encore et encore. Le comportement enfantin des mécontents encourage les marchands à rôder comme une bête rugissante à la recherche de quelqu'un à dévorer. Des idées radicales qui suscitent la peur et qui menacent les principaux facteurs de l'injustice sociale avec des variations monotones finissent par avoir un petit impact sur l'univers.
Les raccourcis ne parviendront jamais à invalider le genre d'idées fausses délicatement calibrées qui avait donné à l'économie son prestige et sa raison d'être. Dans les révolutions industrielles, un mal, l'esclavage, a été remplacé, ou du moins égalé, par un autre, l'indigence. Nous sommes unanimes à éliminer la pauvreté. Lorsqu'il s'agit de la manière de le faire, l'acceptabilité culturelle de l'inégalité est jugée nécessaire pour que tous puissent s'engager dans un meilleur cours de l'évolution humaine. Le désir d'imposer un mécanisme pour un niveau de vie universel décent est tellement dépassé. Les traumatismes artificiels empêchent les gens décents de donner vie à des pensées positives. Le substrat commun est resté le même tout au long de l'histoire de l'humanité, dans des esprits désorientés. L'économie politique est devenue un gouffre de pensée et de passion. L'idiotie et les préjugés hybrides se nourrissent de l'université dans certaines expériences récursives synthétisées. Chaque génération va plus loin dans la sophistique de la folie que la génération précédente. La voie radicale prédominante de l'histoire aurait obtenu de meilleurs résultats dans les livres d'histoire si elle n'avait pas attrapé des aides ou renoncé à sauter dans une piscine d'hydrothérapie au sommet de leur éruption de furie. Ne cherchez pas à suivre les traces des sages. Cherchez ce qu'ils cherchaient. De Matsuo Shueimon Munefusa. Pourquoi les tourments sociaux, commerciaux et politiques actuels ne provoquent-ils pas des dissensions dans les rangs ouvriers au lieu d'un conflit de classe en pleine expansion? Des ambitions et des fascinations dangereuses ont rendu le monde tel que nous le connaissons très obscur. Dans la mythologie grecque, Sisyphe fut condamné pour ses tromperies à rouler un énorme rocher sur une colline, pour ensuite le voir rouler plus vite sur la colline, répétant cet exploit laborieux et inutile pour l'éternité. Un débat sur les critères d'attribution de la compassion a irrité les rêveurs et les chercheurs de vérité depuis que les humains ont décidé d'être infinis. Alors que le surnaturel cessait d'être la source de principes et de critères pour déterminer comment les ressources devaient être réparties entre les peuples, les êtres surhumains cherchaient à décrypter les forces complexes qui régissaient la vie quotidienne. Ils ont spéculé et contesté sur des principes comme le besoin, l'égalité, la rémunération et la contribution sont indépendants les uns des autres, ou pourraient être combinés. Il est réconfortant de penser que les théoriciens influents de l'époque étaient des personnages imposants qui nous fixaient du regard. Leur poursuite chimérique a plongé leur corps dans un isolement poignant et leur esprit dans un excès d'indulgence. Nous en arrivons à penser à la bravoure pour donner aux gens l'excuse de façonner leur sens de la vie individuellement. Il est difficile pour la plupart des gens d'exprimer leurs sentiments les plus intimes en utilisant les termes appropriés. Ramener les idées audacieuses sous les feux de la rampe sans essayer de comprendre ce qui a déclenché les hallucinations dans le contexte de l'espace et du temps diffuse les insécurités de ces théoriciens et les tragédies personnelles sont complètement ridicules. Mais c'est ce que mon contemporain fait tout le temps. Un bon éditeur prête attention aux mots et au comportement de l'interlocuteur, au temps et à l'espace, ainsi qu'au ton variable de la voix pour saisir ce que les gens veulent dire plutôt que dire. La cause profonde des indignations passées est toujours là, ce qui rend l'objectif redoutable, réalisable. La mélancolie mondiale nous offre une raison et la compassion expose une issue. Un insigne académique convoité est l'excuse appropriée pour mettre fin à l'empathie envers les moins fortunés. Alors que certains se considèrent comme des héros pour les maîtres, ils ne sont que des types utiles. Même si nous devenons des êtres plus compatissants, les récompenses idéologiques de l'individualisme gardent notre attention sur notre auto-examen. Nous ne voyons pas nos ombres quand nous nous regardons dans le miroir. Le berceau de notre conscience collective est la fixation de l'être humain dans des possibilités imminentes de devinette extatique. Cette disposition confine les pensées dans un lieu où il est difficile de faire preuve de compassion pour les maux à l'ombre des préjugés et des humiliations. La réputation de l'économie néoclassique a quelque peu décliné.
Les réalités du monde réel ont interféré dans le processus ordonné de la reconnaissance et de l'onction de l'ensemble du champ économique. Les régimes n'avaient plus besoin d'évoquer un droit divin pour être légitimes. Des concepts cohérents ont émergé sans référence à Dieu. L'opium du peuple, comme Marx appelait la religion, a perdu de sa puissance par le désir généralisé de mieux nous comprendre. Pour arriver à une vague approbation d'une anomalie éclairante, nous extrayons obstinément de nos incubés les idéaux instanciés pour approfondir la compétence de nos fantasmes. De plus, la manie se prolonge par le désir immortaliser chaque éclat de brillance. Plus que jamais, l'hémisphère nord-est est aujourd'hui surdéveloppé d'émotions primitives. Et c'est l'inverse pour le reste du monde. L'obséquiosité du tiers-monde n'a cessé de renforcer la primauté du libre marché. Les rues déprimantes de l'hémisphère sud ont été dépeintes comme la conséquence du despotisme grandiose, de l'exploitation et des guerres civiles. Les praticiens néoclassiques occidentaux n'ont jamais été tenus responsables des réformes qui ont rasé la gorge des pays obscurs. Ces hommes, femmes et adolescents blancs continuent d'utiliser les anciennes colonies comme terrain d'essai pour des idées trop radicales pour être appliquées à la maison. Contrairement à la croyance populaire des tirailleurs indo-chinois et des tirailleurs sénégalais modernes, l'expansion socio-économique ne nécessite pas la paix. Si nous pouvons apprendre quelque chose de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, des guerres civiles, des nations africaines, des troubles dans chaque coin de l'Est et du racisme, la paix succombe aux caprices et aux fiascos socio-économiques. Le blanchissement des récifs coralliens, les campagnes de terreur de Mara Salvatrucha dans le triangle du Nord, Abakua et la grande famine chinoise sont autant de conséquences sociales, commerciales, de traces et de scintillations politiques. À quoi bon parler de sauver l'écosystème sans s'attaquer à la justice sociale? Les paris solidaires ont abordé la racine des injustices d'une manière très franche. L'association du terme anarchie au chaos a rendu l'absence d'autorité qui est notre phobie collective. L'histoire montre que les murs des frontières ne séparent que les pauvres et que les accords commerciaux renforcent l'emprise des riches sur le commerce et les interfaces commerciales. Les siècles passés, les principes sociaux, commerciaux et des échanges et les principes politiques, comme le catéchisme marxiste, dans leur cadre théorique, ont fait une partie du chemin. Pour tenter de reconstituer des interprétations plausibles de systèmes de pensée de longue date, il est très difficile de rester conscient des dangers inhérents à l'utilisation de la réalité actuelle pour comprendre des attitudes anciennes. Les prospecteurs devraient adopter une approche inductive pour poignarder profondément dans les capillaires des états cachés actuels. Au milieu du XXIe siècle, le scepticisme à l'égard des prémices acceptées par le capitalisme s'est ravivé. C'était une époque incroyablement fascinante dans l'histoire pour les voyeurs et autres êtres médiocres qui apprécient le coup de vent soudain de l'angoisse collective des humains. En tant qu'explorateurs de la justice distributive, les individus ont cherché à modifier positivement l'expérience humaine et à cesser de confondre inégalité et pauvreté. Ensuite, les propagandistes du capitalisme ont incorporé des fables les plus récentes et les ruses les plus modernes pour prévenir et atténuer les risques de mutinerie idéologique. Le défi pour un procureur de convaincre les cyniques et le jury paniqué n'était pas dans le pouvoir de la plaidoirie finale. Les militants ont été induits en erreur par d'autres dogmes d'appel émotionnel et ont perdu la cause de la fin du capitalisme en raison de leur pulsion prématurée. Comme nous sommes tous interconnectés, la dignité ne devrait pas perdre sa signification. Il y a eu beaucoup de redondance de la philosophie économique dans les tentatives de fabriquer un substitut ou un complément au capitalisme. Se lancer dans la critique et l'attaque du malaise actuel ne sert à rien. Quand les gens souffrent, ils finissent par essayer d'organiser les rumeurs au lieu de prêter attention aux alarmes. C'est alors que les émotions prennent le pas sur la logique et désarticulent l'argument raisonnable de la justice sociale.
Les ennemis du libre marché cherchent activement à changer les choses. Il y a une petite variation dans les voix qui s'élèvent contre l'injustice sociale, commerciale, d'échange et politique. Ils se sont débattus avec la question de la richesse et de la justice et continuent d'être à court d'argent. Ils n'apportent rien de nouveau ou d'important à la table, autre que de beaux tableaux et des graphiques colorés. Leur raté intensifie les rumeurs. L'invalidation des émotions n'a conduit qu'à l'assurance fatale que toutes les serrures et tous les boulons ont l'air d'être au bon endroit. Dans une société dans laquelle les méthodes machiavéliques pour s'enrichir ou resserrer l'ordre social sont considérées comme contribuant à l'amélioration de la seule espèce survivante du genre Homo ou à une contribution à l'union, toute véritable expérience de justice sociale est condamnée. Les aventuriers qui s'efforcent continuellement d'atteindre l'honnêteté intellectuelle pour apporter une révolution totale plutôt qu'une simple réforme devraient plonger dans notre inconscient collectif. Nous avons échangé nos besoins contre un tas de choses pour notre manque de choses. Nous nous sacrifions pour notre mort en paralysant la pétition pour une vie digne. Tout a le goût du poulet, ou tout simplement rien du tout. Nous ne nous souvenons même pas du goût du poulet. Une condamnation anticapitaliste ne peut pas être renversée sans une vision aiguë. Le contexte social est important pour saisir les nuances et le ton des traditions de longue date. La ressource la plus critique et la plus exploitée au XIXe siècle est la créativité humaine. Elle est à la fois extemporanée et infinie. Une phrase inachevée peut être revitalisée pour paralyser le spectre qui hante le monde.